Donc, allons-y. Dans ce vidéo, nous allons donner notre premier exemple d'interaction entre la technologie Ajax et la technologie ASP.NET. Donc, pour faciliter la démonstration, je vais démarrer un projet ASP Webform, mais avec un gabarit Webform. Pour la simple et bonne raison que dans ce gabarit, on a déjà inclus la librairie jQuery qui va me servir à faire des requêtes Ajax de type GET et des requêtes Ajax de type POST sans avoir besoin moi-même d'aller chercher le lien de la librairie jQuery dans un CDN ou de l'importer dans le projet. Donc, j'ai déjà créé un dossier pour sauvegarder ce projet sur mon bureau. Donc, je vais tout simplement faire create. Le projet lui-même a la même structure que la structure à laquelle on est habitué jusqu'à présent dans le template empty, sauf que il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur de l'arborescence de projet. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas débuté la session avec ce gabarit. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de fichiers. Quand on clique dessus, il y a du code qu'on connaît pas, ça peut faire peur. Il y a d'autres fichiers qui sont standards. Content, ben on a des librairies CSS, on a des librairies jQuery qui servent pour l'instant pour le bootstrap. On a des polices qui sont chargées par défaut dans la structure de projet, qui sont des polices populaires qui sont utilisées en web. On pourrait aller chercher nos propres polices sur Google Fonts, par exemple. On a des scripts qui sont là par défaut. Par défaut, on a du Bootstrap qu'on va étudier ensemble cette session et on a aussi différentes versions de la librairie jQuery dans sa version 3.3.1. Une autre raison intéressante pour laquelle je pars avec ce gabarit est que, en fonction des versions de la librairie jQuery, toutes les fonctions, toutes les syntaxes ne sont pas supportées. Il y a certaines fonctions qui ont été dépréciées, qui n'existent plus ou dont la signature a changé. Donc, en prenant ce gabarit, si on travaille tous avec ce gabarit, on est sûr de tous utiliser la même version de la librairie. C'est l'idée ici. Dans ce projet, on voit que par défaut, j'ai une page About, j'ai une page Contact, j'ai une page Défaut, qui ne sont pas les pages qu'on veut utiliser. Mais si je me promène dans ces pages, pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué un peu avec le Bootstrap, on a des classes Bootstrap ici. Ceux qui ne connaissent pas le Bootstrap ne savent pas ce qu'elle veut dire. D'ici 1 ou 2 cours, on va être familier avec ce que ces différentes classes signifient pour nous. Donc, ce que je vais faire pour l'instant dans ce projet, je vais me débarrasser de ce qui ne me sert à rien en réalité là-dedans. Donc, je vais me débarrasser de la page About. Je ne l'ouvre même pas. Le code qui est à l'intérieur de la page About qui est là par défaut ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Je vais me débarrasser de la page Contact. Je vais me débarrasser de la page défaut. Et en fait, je pourrais me débarrasser de beaucoup de choses qui sont là-dedans, qui vont être traînées dans notre projet, mais qu'on n'exploitera pas aujourd'hui. Et ce que je vais plutôt faire, je vais nous créer une nouvelle page avec laquelle on va travailler. Donc, allons-y. Add. New item. Oups. Pas de type HTML, mais bien de type Webform. Et je vais l'appeler, allons-y, page LNG, la page des langues. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, faire un changement de langue. Et je fais add tout simplement, ma fameuse page est créée. On avait une question là-bas, je crois. Oui, s'il y a une nouvelle version de jQuery, est-ce qu'on peut l'ajouter? Oui, si tu as une nouvelle version de jQuery, tu peux la télécharger sur ta machine et l'importer dans le dossier des scripts ou sur un dossier que tu as choisi. Tout comme si tu as un CDN, tu peux tout simplement venir mettre le lien avec la balise script dans ton interface usager. Ça va, c'était juste pour accélérer la démo et montrer rapidement quelle est la différence entre le gabarit empty et le gabarit Webform, puisque je crois que je n'avais pas encore ouvert le gabarit Webform à la date où on se parle. Ça va? Donc, mon interface usager, elle est là et je vais faire quelque chose de simple à l'intérieur. Je vais prendre mon div qui est là pour l'instant, une fois, 2 fois. Et ici, je vais tout simplement me mettre un ID. Ça va être l'ID FR. Donc, le div qui est là va représenter mon fameux bouton français. Et je vais écrire dedans FR. Et le div qui est là, on va lui donner aussi un ID, EN.
Et à l'intérieur, je vais écrire EN. Maintenant, mon menu, je veux qu'il soit dynamique. Ça va? Donc, pour que mon menu soit dynamique, et on va le faire d'une façon, dans un premier temps, et ensuite, on va optimiser notre code. Donc, je vais créer une balise. Si mon ordinateur, c'est bon. Une balise nav. Bon, à l'intérieur de la balise nav, on va y aller avec un UL. Dans mon UL, je vais mettre des LI. Donc, mon premier LI, je vais lui donner l'ID Home. Donc, évidemment, mon deuxième LI, je vais lui donner l'ID, vous aurez compris, Contact, About, excusez-moi. Et le troisième, je vais lui donner l'ID Contact. Ça va? Donc, j'ai dit About. Et le dernier, on va lui donner Contact. Contact. Parfait. Donc, on a une magnifique page HTML ici qui ne contient, si on la lance présentement, tout ce qu'on va voir affiché, c'est français et anglais. Excusez-moi, les LI qui sont là, qui représentent les différents éléments de mon menu, vont être complètement vides présentement. Ça va? Donc, vous savez quoi? Juste pour mon plaisir personnel. Ça va? Commençons comme ça. Parce qu'on va prouver que lorsqu'on va appuyer sur français ou anglais, on va vraiment envoyer une information côté serveur. Le serveur va récupérer l'information quelque part, la mettre dans un objet JSON, envoyer cet objet JSON à notre code jQuery qui va venir écraser le texte qui est ici présentement. Ça va? C'est pour ça que je mets du texte par défaut. Mais j'aurais pu commencer avec aucun texte. Pourquoi? Parce qu'on aurait créé notre base de données et on serait allé vérifier quelle est la langue par défaut. Et c'est pour cette langue-là qu'on aurait fait notre requête pour ensuite retourner les informations côté client. Donc, ma petite interface est prête. Ça va? Elle a rien de... Elle n'est pas à tout casser. Il n'y a même pas de CSS. C'est pas le CSS qui m'intéresse. Ça va être le code C# côté serveur et le code jQuery côté client qu'on va créer ensemble ici qui va être d'intérêt pour nous. Ça va? Donc, j'ai besoin de la librairie jQuery dans cette histoire parce que la librairie jQuery a une méthode .get et une méthode .post qui me permettent en jQuery de faire des requêtes de type get et des requêtes de type post. Donc, je vais venir chercher, peu importe que ce soit la version minimisée ou la version complète. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sélectionner et je vais venir la déposer, comme on a appris à le faire les semaines dernières, à l'intérieur de mon projet. Je vais créer mon propre fichier JavaScript maintenant, à l'intérieur duquel je vais écrire mon code jQuery. Donc, bouton droit, add, un élément existant, et je vais choisir un fichier JavaScript. Vous pouvez le renommer, je vais laisser le nom par défaut ici pour moi, add, et ce fichier a été rajouté, voilà, juste ici dans mon arborescence de projet. Pour ne pas oublier, je vais tout de suite aller faire le lien dans ma page ASPX. Parfait. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait peut-être vérifier ici que le lien a été fait correctement. Donc, dans mon fichier JavaScript, je vais aller directement faire un magnifique document.ready. Donc oui, Visual Studio a du support pour le JavaScript. Et habituellement, qu'est-ce qu'on fait ici dans document.ready? On crée une fonction JavaScript. Ça va, une fonction qui doit être exécutée lorsque notre page web a loadé. Vous avez été sûrement habitué avec le jQuery que vous avez vu à faire ceci, à écrire function, suivi des parenthèses, suivi d'accolades, et c'est ici à l'intérieur qu'on faisait notre code. Ça va? Cette syntaxe-là, elle est toujours valide en JavaScript et en jQuery, mais elle a été remplacée dans la dernière version du JavaScript par ce qu'on appelle des arrow functions. Donc,
ça veut dire exactement la même chose, les deux choses que je viens de taper. Le mot function qui a été écrit tout à l'heure, et si je recule, cette fonction-là, est-ce qu'elle a un nom? Elle n'a aucun nom. Ça va? Je sais juste que entre ces accolades, je vais exécuter le code qui se trouve. Donc, les programmeurs détestent gaspiller des calories à taper des choses ou des noms de variables qu'on ne va pas utiliser. Donc, voici la nouvelle syntaxe. Ça ici, c'est équivalent de « je suis une fonction qui ne reçoit aucun paramètre » et je pointe vers quoi? Vers les accolades qui contiennent le code qui doit être exécuté lorsque je suis appelé. Je vais être appelé quand? Je vais être appelé lorsque j'entends l'événement ready du jQuery qui est synonyme de l'événement onload du HTML. Ça va? Donc, la première chose qu'on voudrait faire ici, c'est peut-être juste un petit alerte, juste pour vérifier que nos choses sont bien connectées. Ça va? Donc, je sauvegarde et je lance ma page ASPX et si tout va bien dans le meilleur des mondes, souhaitons-le, on devrait avoir un magnifique alerte qui apparaît à l'écran. Éventuellement. Magnifique. Ça va? Et je le fais pourquoi? Ben, je le fais parce que c'est une étape que la plupart d'entre vous sautez tout le temps quand vous faites du JavaScript. Après, votre code ne marche pas parce que votre logique dans vos fonctions n'est pas bonne, mais c'est parce que dès le départ, vous n'aviez pas vérifié si vos choses sont bien attachées. Chaque nouvelle fonctionnalité que j'ajoute, je stoppe, je teste. Comme ça, je sais toujours quelles sont les lignes de code qui ont brisé mon programme en réalité. Donc, on sait que notre page charge correctement et on voit son état par défaut. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que quand j'appuie sur français ou sur anglais, ça envoie une information en particulier du côté du serveur. Ça va? Et pour envoyer de l'information dans n'importe quelle technologie web du client vers le serveur, il y a juste deux manières de le faire, avec un get ou avec un post. On est habitué à faire des get ou des posts dans le formulaire qui est là. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le JavaScript pur et dans ce qui nous concerne, le jQuery nous permet aussi d'y arriver. Donc, j'ai mis des ID ici tout à l'heure, anglais et français, c'était pas pour rien. Donc, je vais retourner dans mon code JavaScript et cette ligne, on n'en a plus besoin, c'est mon petit test. Je vais la mettre en commentaire et je vais faire la chose suivante. Donc, aujourd'hui, je fais pas un code optimisé, ça va? Je vais écrire beaucoup plus que normalement je devrais le faire parce que on aurait pu vraiment compresser toutes les syntaxes qu'on va voir en quelques lignes de code. Mais pour pouvoir déboguer correctement et que vous compreniez le concept, je vais écrire pas mal plus de code que je l'aurais fait normalement. Donc, allons-y. C'est pour ma réputation, parce que si mes amis ingénieurs logiciels voient mon code sur YouTube aujourd'hui, ils vont m'appeler ce soir. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Donc, c'est juste parce que ça va être plus simple de déboguer de la manière dont ça va être codé. Donc, allons-y. La première chose qui va m'intéresser, c'est m'enregistrer au clic sur mes deux divs, respectivement. Donc, dollar, c'est un ID, l'ID FR. Donc, quand je vais cliquer sur l'élément qui a l'ID FR, je vais exécuter une fonction. Donc, je peux écrire function comme vous avez appris à le faire, ça marche, mais je veux que vous ayez l'air professionnel en entreprise. C'est pas un happy face ici. Ça va? On laisse pas ça comme ça. Donc, on va plutôt y aller comme ceci. Je mets mon point virgule tout de suite pour ne pas oublier. Voici ma fonction. C'est à l'intérieur de cette fonction qu'on va faire le code jQuery qui va nous permettre d'envoyer une certaine information côté serveur. Moi, je vais avoir deux boutons. Je vais avoir un bouton français, évidemment. Je vais avoir un bouton anglais. Déjà là, je pourrais optimiser mon code. Au lieu de faire deux clics sur deux ID différents, j'aurais pu mettre la même classe sur les deux boutons. Donc, j'aurais juste une fonction et j'aurais détecté quel est le bouton qui a été appuyé. Mais comme je dis, je ne veux pas optimiser aujourd'hui. Je fais deux fonctions, comme ça, on va pouvoir suivre indépendamment ce qui se passe des deux côtés. Ça va? Donc, OK. Si j'appuie sur des boutons différents, ça veut dire que je veux charger de l'information différente de la base de données. Dans un cas,
du français, dans l'autre cas, de l'anglais. Donc, mon serveur, il va devoir différencier est-ce que j'exécute la requête A ou la requête B en fonction d'une information particulière qui lui provient du client. Ça veut dire que dans cette partie ici, je vais devoir envoyer un ID, une string, quelque chose de spécifique qui dit que je veux la requête en français. Alors que de ce côté-ci, je vais devoir faire quelque chose de similaire qui dit que je veux la requête en anglais. Ça va? Donc, je vais l'écrire, ça va? Et ensuite, on va l'expliquer. Donc, $, on a .ajax, on a .get, on a .post. Le get nous permet de faire une requête de type get. Le post nous permet de faire une requête de type post. Chacune de ces méthodes a sa propre signature. Le ajax nous permet de faire soit des get, soit des posts en utilisant grosso modo la même syntaxe. Ça va? Puisque c'est juste le get qui m'intéresse aujourd'hui, je vais présenter le get. On aura le temps de présenter le post séparément et on présentera aussi le ajax qui a une seule syntaxe pour faire les deux types de requêtes. Donc, pourquoi je présente pas juste le ajax? Parce que, en fonction de la version du jQuery que vous utilisez, le point ajax n'est pas disponible, c'est juste le point get ou le point post. Donc, je vais vous montrer les trois méthodes. Comme ça, peu importe où vous tombez, vous êtes capable de faire du ajax. Ça va? Donc, Visual Studio a toujours été votre ami. Donc, regardez bien. Get, j'ouvre la collab. 4 sur 4, ça veut dire qu'il y a 1 sur 4, il y a 2 sur 4, il y a 3 sur 4, il y a 4 sur 4. On sait tous lire, on sait c'est quoi le prototype d'une méthode. Je vais pas tester les trois prototypes aujourd'hui, ça va? Je vais utiliser la version qui nous intéresse. Donc, la version qui nous intéresse, elle prend un paramètre de manière obligatoire. Ce paramètre-là, c'est quoi? Ce paramètre-là, c'est le URL que je vise. Si j'étais dans un formulaire, j'aurais la méthode get, et j'aurais l'action qui serait le URL que je veux viser, tel fichier .php ou tel fichier .aspx. Ça va? Ça, c'est le paramètre obligatoire. Maintenant, on a aussi des paramètres optionnels. Donc, commençons par vérifier que le get, dans sa forme la plus simple, est capable de faire un appel vers un script côté serveur. Ça va? Donc, ça me prend un script côté serveur. Ça va? Donc, moi, je vais créer un script côté serveur dont la seule responsabilité est de faire quoi? Est de traiter une langue et la renvoyer au client. Ça va? Donc, je vais revenir dans mon arborescence de projet. Add, new item, un web form, parce qu'un web form, c'est ça l'équivalent du script PHP dans cette technologie, et je vais l'appeler, et appelons-le show, plutôt, return LNG, retourne la langue. C'est ça la job de ce script-là. Ça va? Comme vous auriez un script PHP pour l'insertion, un autre script PHP pour la sélection, un autre script PHP pour la mise à jour. Donc, je fais un script ASP ici qui aura une et une seule job, recevoir une string, un integer, et en fonction de cette string et cet integer, faire une requête et retourner le résultat à la personne qui l'a appelé. Je vais détailler ce que veut dire à la personne qui l'a appelé dans quelques minutes. Add. Comme chaque fois qu'on crée un nouveau formulaire, on a un ASPX et on a un ASPX.cs. Donc, ici, c'est très important. Quand je crée un formulaire qui va être visé par une requête AJAX, dans la partie ASPX de ce formulaire, je me débarrasse du code HTML qu'il y a là. Pourquoi? Parce que sinon, le code HTML qu'il y a là va faire partie de la réponse que je vais renvoyer au serveur. Je ne veux pas renvoyer du code HTML, moi. Je veux renvoyer un objet JSON. Donc, je me débarrasse de ce qui est là par défaut. Ça va? Donc, j'efface ceci. Et si je me promène dans mon arborescence de projet, il est où? Juste ici. Je vais aller sur le CS. Et dans le CS, je vais faire quoi? Juste pour être capable de mettre un point d'arrêt pour la démo, je vais déclarer une string. On va l'appeler test et on va mettre tata dedans parce que sinon, on ne sera pas capable de mettre un point d'arrêt à cet endroit. Regardez ce qui va se passer dans
quelques secondes. Donc, je retourne dans mon code JavaScript. Donc, si je clique ici, j'aimerais qu'on me redirige vers, j'ai appelé ça comment? Return lng.aspx. Ce serait intéressant de fermer la string, point virgule. Ça va? Donc, je vais sauvegarder. Je retourne sur ma page d'accueil. C'est bien sur le français que j'ai fait ça? Oui, c'est sur le français. Donc, je retourne sur ma page d'accueil. Je lance mon site web. Donc, je clique sur français. Et où est-ce que j'ai atterri? Dans le page load de quoi? De retourne lng.aspx.cs. Donc, on vient de prouver que le $.get, avec comme paramètre le nom d'un fichier ASPX, me dirigeait vraiment vers le fichier ASPX correspondant. Donc, mes chers amis, ça fait quoi? 40 minutes que je parle et techniquement, je vous ai rien appris de nouveau. Parce que dans le laboratoire en PHP que vous avez fait, où vous deviez faire du jQuery, ben, dans le $.get que vous avez tapé, que ce que vous mettiez comme URL, vous mettiez le nom d'un fichier PHP. Ça va? À moins que je me trompe et vous n'ayez pas fait ce laboratoire. Vous n'aviez pas un magnifique formulaire où vous aviez un menu déroulant, vous choisissez quelque chose dessus. C'est la session après vous autres, ça? Fait que jusqu'à présent, c'est exactement la même syntaxe. Et ouais, je pense que vous l'avez fait parce que je l'ai travaillé avec Marc. C'est ma faute si vous avez fait du Ajax. J'ai menacé Marc. Mais, donc, jusqu'à présent, en fait, dans le code, s'il vous plaît, les gars, jusqu'à présent, dans le code Ajax qu'il y a là, en réalité, il n'y a aucune différence. Et c'est ce que je veux vous prouver. Quand je fais du Ajax, que ce soit du Ajax en PHP, ou en ASP, ou en Python, ou en Java, le côté client reste exactement le même. C'est le côté serveur qui va changer, parce que chacune de ces technologies-là a des manières différentes de récupérer l'information côté serveur. Donc, on a prouvé qu'on est capable de se rendre du côté du serveur. Mais là, mon serveur, il ne sera pas capable de savoir si c'est le bouton FR ou le bouton anglais qui a été appuyé. Il faut que je lui transfère une information particulière. Donc, habituellement, quand on fait une requête de type GET, on est capable d'envoyer des variables au serveur. On fait ça comment? Avec des variables URL. Donc, regardez bien ce qui va suivre. Je vais venir juste ici. Et moi, je sais que c'est le bouton français, ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer une variable URL. C'est le point d'exclamation qui marque le début des variables URL. Je vais appeler ma variable, tiens, langue, LNG, et elle va être égale à quoi? Je vais la mettre égale à FR. Ici, on fait ça simple. Ce qu'on aurait pu avoir, on aurait pu avoir juste ici une ligne de code jQuery ou JavaScript qui serait allé récupérer, je sais pas moi, l'ID d'un bouton ou le texte d'un textbox. Et c'est cette information-là qu'on serait venu concaténer juste ici. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je fais un exemple simple. Mais si je vous demande, après cette démo, de prendre l'information qu'il y a dans un formulaire et de l'envoyer côté serveur, ben pour moi, j'ai pas besoin de faire cette démo-là de A à Z en classe. Parce que si j'envoie FR côté serveur, ben on est capable de récupérer une variable de type string et de la concaténer ici. Ça va? On sait comment faire ça en JavaScript. J'ai pas besoin de faire cette démo-là. Ça va? Tout le monde comprend la nuance que je viens de donner ici? Ça va? Oui, non, peut-être? Si j'ai un text box avec du texte à l'intérieur et que je viens écrire ici, document.getElementById.value. Je viens de récupérer ce texte-là, non? Dans une variable. Et si je viens, disons, fermer ma string ici, faire plus, et venir mettre FR, si FR était la variable dans laquelle j'ai récupéré la valeur du textbox, je suis capable d'envoyer toute l'information que je veux d'un formulaire vers le serveur.
Ça va? Donc, c'est là où je dis que je vous donne des outils en classe. Je vais pas me mettre à lister toutes les circonstances dans lesquelles vous devez les utiliser. C'est là où le programmeur analyste doit analyser la situation et d'après les outils qu'il a, s'adapter. Je vous montre comment envoyer une info côté serveur. Vous savez comment prendre des infos de l'interface usager, adapter le code pour faire ce que vous avez besoin de faire. Ça va? Et ça a toujours été ma philosophie, ça va toujours l'être. Parce que c'est ce genre d'adaptation qu'on cherche de vous en entreprise. Ça va? Donc, je vais prendre le même code, juste ici, et je vais venir le coller là. Parce que je clique sur anglais ou français, je vise le même script. Tout ce qui va changer, c'est la valeur que je donne à ma variable. Encore une fois, dans la vraie vie, j'aurais pas fait deux méthodes différentes. Ça va? J'aurais utilisé une classe ici et j'aurais déterminé quel des éléments de la classe a été cliqué. Donc, je vais retourner côté serveur quelques secondes pour modifier mon code côté serveur, pour voir quand je clique sur le bouton FR, est-ce que c'est FR que je reçois côté serveur? Quand je clique sur le bouton anglais, est-ce que c'est anglais que je reçois côté serveur? Ça va? Donc, je retourne dans mon script. Oups, dans mon script. Et voici comment on récupère en Ajax les informations provenant d'une requête de type get et de type post. Ici, il n'y a pas de différence avec la syntaxe que je vous ai montrée. En PHP, vous avez $_get, où on peut récupérer ce qui a été envoyé par get. On a $_post, mais il y a un autre tableau que vous n'avez probablement pas utilisé qui existe, qui est $_request, qui contient ce qu'il y a dans les get et ce qu'il y a dans les posts. Donc, en ASP, on a request, on a une méthode pour les get, on a une méthode pour les posts, on a une méthode pour les deux. Ça va? Pour nous simplifier la vie aujourd'hui, c'est ça que je vais utiliser. Ça va? Donc, je sais que je veux récupérer une string. Je vais l'appeler LNG. Ça va? Parce que. Et on a un super objet ASP qui s'appelle, évidemment, request. Et l'objet request, c'est un tableau associatif. Donc, on a des clés et ça nous retourne des valeurs. Donc, je vais mettre quoi là-dedans? Ma clé, c'est quoi? Exactement. LNG. Et ça me retourne des objets. Moi, cet objet-là, je sais que c'est une string. Donc, j'ai besoin de le convertir en string parce que ça aurait pu être un integer, auquel cas, j'aurais eu besoin de convertir ça en integer. Donc, le LNG qui est ici, il vient pas de l'espace. Il vient du LNG qui est ici et du LNG qui est ici. C'est ça le nom de la variable que j'ai soumis au serveur à ce script-là. Donc, je vais remettre mon point d'arrêt, si vous permettez, juste ici. En fait, pour qu'on puisse le débugger, je vais juste m'inventer un autre nom de variable en dessous pour pouvoir mettre un point d'arrêt. Donc, string toto égale t. Parfait. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt juste ici. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder et je vais lancer l'application. Donc, cliquons sur français. Parfait. Donc, on n'a pas de surprise, on avait déjà testé ça tout à l'heure, mais maintenant, regardons ce qu'il y a dans notre magnifique variable LNG. On a français. Continuons à débugger. On revient dans l'interface usager, cliquons sur anglais. Pas trop de surprise, on a anglais. Donc, on vient de montrer, comment viser un script en particulier avec du code Ajax dans un projet ASP. 2, on vient de montrer comment viser un script en particulier en lui envoyant une variable URL dans un code ASP. Si je voulais envoyer plusieurs variables URL, qu'est-ce que je ferais? On met un et, on met la prochaine clé égale la prochaine variable. Ça va? Donc, tout ça, c'est magnifique. Maintenant qu'on sait envoyer de l'information côté
serveur en Ajax, ben, je veux que mon serveur soit capable de réagir par rapport à cette information. Donc, moi, quand je reçois FR, j'aimerais fouiller dans la base de données et récupérer les traductions en français. Mettre ça dans un objet JSON, renvoyer l'objet JSON au serveur, au client, excusez-moi. Idem pour l'anglais. Quand je dis renvoyer l'information au client, je renvoie où dans les clients? À la page vraiment? Qui a appelé le script qui est là? C'est votre page HTML qui a appelé le script qui est là? Quel bout de code, quelle ligne de code a appelé le script dans lequel j'ai mon point d'arrêt présentement? C'est la méthode get, ça va? Donc, quand je réponds au client, je réponds à la personne qui m'a appelé. Donc, si je retourne dans mon code JavaScript, on a déjà entendu parler d'une fonction de callback? Oui, ben c'est à ça que ça sert, une fonction de callback. Donc, j'ai dit qu'il y avait des paramètres optionnels. La preuve qu'ils sont optionnels, je les avais pas mis, puis ça marchait quand même. Mais là, mon serveur, je vais lui demander de me retourner de l'information. Cette information-là, je dois l'attraper quelque part. Je vais l'attraper où? Donc, normalement, on écrit ça comme ça, fonction. Ma fonction, elle va recevoir une information qui revient du serveur. Je peux donner le nom de variable que je veux pour accueillir cette information. Data, par exemple. Et cette fonction, elle va faire un certain traitement ici. Le traitement, ça va être quoi? Ça va être de récupérer ce qu'il y a dans data et de l'insérer dans le DOM. Mais LI, tout à l'heure, je leur ai donné des ID. C'était pas pour rien. Parce que les ID vont me permettre d'aller trouver ces éléments spécifiquement et de mettre les bonnes traductions dans chacun des éléments indépendamment. Ça va? Vérifions d'abord qu'on est capable de récupérer de l'information qui vient de la base de données ici, que c'est vraiment cette méthode qui est appelée. Donc, je vais mettre un alerte ici, si vous permettez. Alerte. Et je vais mettre data là-dedans. Ça va? Et côté, je vais sauver. Ok, je vais faire ça après. Donc, on va le faire avec le français pour commencer. Donc, je vais sauver. Je vais aller côté serveur. Et côté serveur, je vais faire ceci. Si le request me permet de récupérer ce qui a été envoyé du client vers le serveur, il doit aussi avoir un objet qui me permet de répondre. Et logiquement, cet objet devrait s'appeler response, permet de répondre. Et response a plusieurs méthodes, dont la méthode write. Ça va? Et moi, je vais write quoi? Ben, je vais write LNG tout simplement. Ça va? Donc, on va envoyer une langue et c'est ça qu'on va retourner, soit original. C'est pas organisé avec le gars des vues. Retournons tout de suite. C'est bon? Donc, on veut juste prouver ici que le serveur va retourner de l'information et que cette information va être récupérée dans ma fonction de callback. Pour le français, parce qu'on n'a pas encore modifié l'anglais. Ça va? C'est ce qu'on veut prouver. Donc, je sauvegarde. Je vais dans mon JavaScript. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Ça va? Et je lance l'application. J'appuie sur français. Regardez data. Data contient bien dessus. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On a une alerte qui contient dessus. Ça va? Bon. Maintenant, c'est pas dessus qu'on veut retourner. Ça va? Donc, on va structurer cette histoire un peu mieux avant de prendre la pause. Donc, je vais stopper. Mon alerte, encore une fois, on comprend qu'on va s'en débarrasser. Ça va? Moi, je sais que vous voulez apprendre les syntaxes les plus à jour. Donc, je vais effacer ça et je vais plutôt mettre ceci.
ça veut dire exactement la même chose. Faut pas être traumatisé. Ça s'appelle une arrow function. Voici son paramètre. Si j'avais plusieurs paramètres, je les passerais entre virgules, comme ça, tout simplement, comme une fonction normale. Ça va? Je vais juste faire un code qui est professionnel. C'est bon? Et donc, je vais avoir besoin de la même chose ici en bas. On est d'accord? Parce que pour l'anglais, ben, je vais aussi recevoir les traductions en anglais. Good? Donc, virgule, data. Et data, je répète, c'est pas un mot-clé là, du jQuery ou du Ajax. J'aurais pu appeler ça Toto. Ça marche quand même. C'est juste une variable. Donc, parfait. Okay. Maintenant, je vais aller travailler du côté serveur. On va sauver ce qui se passe ici. On va aller du côté serveur. Oh là 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 là. Okay. Donnez-moi juste une seconde. Donc, on va aller du côté serveur. Et on va faire ceci. Donc, on sait que LNG peut recevoir soit FR ou soit ENG. Donc, en fonction de FR ou ENG, je veux effectuer des traitements différents. Une fonction ne devrait toujours faire qu'une seule fonction. Donc, si vous me voyez venir, et encore une fois, je répète, c'est pas le code le plus optimisé, c'est juste pour nous permettre de déboguer et de bien comprendre ce qui se passe que je le fais comme ça. Donc, on va passer LNG, et quand on passe LNG, ben, on a deux cas. On a le case FR, et on a le case ENG, EN, excusez-moi. Évidemment, il faut que le FR et le EN qui soient là soient écrits de la même façon que comme quand vous l'envoyez. Magnifique. Donc, là, je vais utiliser la magie de Visual Studio. Moi, quand je vais rentrer dans FR, ben, j'aimerais créer une fonction qui, chez vous, va se connecter à la base de données, va faire une requête paramétrée basée sur le symbole égal FR et va récupérer le texte correspondant. Ça, c'est votre job. Moi, je vais tricher un peu ici. Ma fonction, elle ne se connectera pas à la base de données pour faire un select. J'ai montré comment faire ça la semaine dernière. Ça va? Donc, ici, ce que je vais faire show FR. Évidemment, Visual Studio n'est pas content parce que ça n'existe pas, cette histoire-là. Donc, Visual Studio va me demander, est-ce que tu veux que je la génère pour toi? Ce qu'il vient de faire pour moi. J'aurais pu l'écrire à la main. Ça va? Ça, c'est pas un nouveau truc. On a montré ça en développement d'applications Windows. C'est un petit rappel que vous soyez efficace dans l'environnement de travail. Je vais faire la même chose. Show EN. Je demande à Visual Studio de travailler pour moi un peu. Voilà. Visual Studio a généré la deuxième méthode pour moi. Et donc, ici, on pourrait travailler de plusieurs façons. Ça va? Donc, dans show EN, je pourrais exécuter une requête paramétrée vers la base de données, récupérer, on a vu la structure de la table au tableau tout à l'heure, là, je pourrais récupérer S1, la valeur de S1, la valeur de S2, la valeur de S3, concaténer tout ça dans une string séparée par une virgule ou un backslash, par exemple. Et je renverrai cette string-là à mon serveur. Et en JavaScript, je ferai un split sur le backslash ou la virgule. Donc, j'aurai un tableau de 3 cases avec mes 3 informations que je pourrais placer dans le DOM. Pourquoi se donner tous ces jobs-là? Ça existe, un objet JSON. Pourquoi concaténer dans une string pour split? Si mon C# était capable de m'envoyer directement une string formatée en JSON, je pourrais l'exploiter correctement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me créer un petit objet C#, ça va, qui va contenir 3 attributs, home, about et contact. Ça va? Et c'est dans ces attributs que normalement on chargerait notre texte en français ou en anglais. Donc, je vais retourner dans mon
arborescence de projet ici, add new item, code, parce que je veux une classe. Je vais appeler ma classe, tiens, menu, parce que notre exemple, c'est les infos du menu qu'on est en train de charger là présentement. Ça va? Menu, on fait add, et, ok. Donc, je pourrais créer une classe au long, là, comme on a appris à le faire, les attributs privés, le constructeur, les getters, les setters, mais on a aussi vu rapidement la session dernière. Messieurs, je vous entends. Messieurs, on a aussi vu rapidement la session dernière et la session précédente, comment créer ce qu'on appelait des propriétés automatiques. On se rappelle de ça? Donc, on va s'en rappeler parce que je vais le recoder dans quelques secondes. Mais je rappelle que on peut faire une classe normale et le reste de la démo va marcher aussi. C'est juste une syntaxe intéressante. Les propriétés automatiques, c'est beaucoup utilisé en .NET avec ce qu'on va pousser cette session-ci, le link to SQL. Donc, je vais commencer à utiliser beaucoup plus de classes avec des propriétés automatiques que des classes standards comme on les faisait parce que c'est à propos pour ce qu'on veut faire comme manipulation cette session-ci. Donc, public, ce sont des strings. On va avoir home, get, set. Voilà une propriété automatique. Ça fait quoi? Imaginez que j'ai une classe et ça ressemble beaucoup à la syntaxe d'une propriété. Sauf que je n'ai pas mis le code spécifique du get, ça va? Et je n'ai pas mis le code spécifique du set. Et j'ai pas déclaré d'attribut privé correspondant. Le compilateur le fait pour moi, en dessous de la couverture. Ça va? Pourquoi personnellement je n'aime pas cette syntaxe? Parce que je vous ai dit et redit que le get, ça sert à quoi? Ça sert à choisir de quelle manière je veux présenter mon information. J'ai jamais écrit le code qui dit de quelle manière je veux présenter. Donc, ça va faire quoi, ça? Ça va juste prendre peu importe la valeur qui est en mémoire et ça va la shooter telle quelle. Le set, c'est fait pour valider. Il n'y a aucune validation ici. Ça va prendre peu importe ce que je donne et ça va le mettre en mémoire. Ça va? Donc, quand je fais des designs où j'ai besoin quand je fais mes vraies classes, habituellement, je n'utilise pas les propriétés automatiques. Mais le framework.net les utilise beaucoup avec certaines des technologies qu'on va voir cette session. Donc, je vais créer les autres rapidement. Et je répète, c'est équivalent aux classes qu'on sait déjà faire. Mais tant qu'à faire une vidéo, je préfère, je vais graver dans le temps et l'espace les nouvelles syntaxes. Alors, comme ça, vous l'avez vu, vous savez comment le faire à tout jamais et vous pouvez le revoir ici. Donc, public, string, on va y aller avec about. Encore une fois, get, set. Et on a presque fini notre séquence. Public, string. Ce n'est pas obligé d'être que des strings, c'est parce que mon exemple ne nécessite que des strings. Et on avait contact, si je ne me trompe pas. Contact, get, set. Donc, j'ai ma classe. Donc, il y a un constructeur par défaut ici qui prend comme paramètre des valeurs qui vont être passées aux propriétés. Bref, on va l'utiliser, on va voir comment il fonctionne. J'ai mon objet. Donc, je vais retourner côté serveur et côté serveur. Donc, normalement, les informations viennent, les informations sont, excusez-moi, sont extraites de la BD, ce que je ne vais pas faire ici. Ça va? Donc, moi, je vais faire la chose suivante. J'ai appelé ça menu, si je ne me trompe pas. Donc, je vais faire menu, M, égale new menu. Et c'est là que la syntaxe change un peu quand on utilise les propriétés automatiques. J'ai mis des accolades. Normalement, j'aurais mis des parenthèses et j'aurais passé en paramètre à mon constructeur les informations que j'aurais récupérées de ma base de données. Ça va? Avec les propriétés automatiques, regardez ce qui est magique.
c'est des propriétés, égale home. Donc, home en français, ça va devenir accueil, tout simplement. Virgule. About. Ça va devenir tout simplement à propos de. Ça va? Propos de. Ensuite, contact. Ça va rester contact. Hein? Contact, ça va devenir contact. J'ai mon objet. Voilà mon objet. Et, bon, si on veut être efficace, oups, d'accord. Ça qui arrive quand je m'excite trop. Donc, ça c'est le français, ça va? Et on va faire l'anglais ici. Donc, home va rester home. À propos de, about. Contact, contact. Je répète, j'ai mis des strings ici, ça va? Je prends pour acquis que mes étudiants maîtres du C# seraient capables de prendre les infos qu'ils ont récupérées de la base de données dans des variables et venir les insérer ici tout seul, sans que je sois obligé de le faire dans une démo. C'est ce que je prends pour acquis présentement. On est capable de remplacer une string par une variable. C'est le pari que je fais présentement. Et je vous fais très confiance. Donc, j'ai mes traductions en anglais, j'ai mes traductions en français. Mais ça, c'est un objet C#. Si j'essaie de faire response.write puis je renvoie M, le C#, ça sait pas c'est quoi le JavaScript, ça ne sait pas c'est quoi un objet C#. Donc, je dois trouver un moyen de prendre l'objet qui est là et de le convertir en un objet JavaScript. Et encore une fois, je répète, j'ai utilisé une nouvelle syntaxe ici. Prenez la syntaxe qu'on connaît déjà avec mon constructeur et on passe en paramètre les valeurs dans le constructeur. Ça marche, c'est pareil. Je voulais juste vous montrer quelque chose d'un peu différent. Donc, transformer un objet C# en un objet JavaScript, et on a presque fini la démo, ça se fait pas automatiquement. Je veux dire, on fait pas ça dans tous les projets, donc par défaut, on n'a pas la librairie qui permet de faire ça chargé dans notre projet. Donc, rajoutons-la. Using system. On a plein d'affaires intéressantes ici avec lesquelles on n'a jamais joué, mais du JSON, ça ressemble à du web, ça se fait en web ça. Donc, hey, on a un package web, c'est le fun. Web. Script. Serialization. C'est de ça qu'on a besoin. Script. Serialization. OK. Donc, ça fait quoi? Ça sérialise. En PHP, si vous avez fait le lab de Ajax jQuery dont je parle tout à l'heure, vous avez dû probablement utiliser une méthode PHP qui s'appelle PHP JSON Encode, quelque chose comme ça. Ça fait quoi? Ça prend un tableau PHP et ça le convertit en une string formatée en JSON. Donc, l'outil qu'on va utiliser ici fait grosso modo la même chose. Comment? Regardez bien la magie. Donc, V-A-R, var. Je suis pas en JavaScript pourtant. Le mot var existe bel et bien en C#. C'est un langage non typé, mais dans certaines occasions, on a besoin d'un espace mémoire variable. Donc, le mot-clé var sert aussi à déclarer des variables en C#, et on va l'utiliser beaucoup cette session-ci quand on va faire du Link2SQL et du Entity Framework. Ici, on va l'utiliser pour contenir notre objet JSON. Parce qu'un objet JSON, il peut être petit comme ça, ou il peut être gros comme ça. Je ne connais pas sa taille d'avance. Donc, ça me prend une variable de type variant. Ça va? Donc, je vais appeler ça, res égale. Et c'est parti. Donc, JavaScript Serializer, c'est une classe, donc c'est un objet. Ça va? Point
Oui, c'est une classe, c'est vrai. Donc, il faut que je crée une instance de cette classe. Excusez-moi. New. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. New JavaScript Serializer. Point serialize, qui prend quoi en paramètre? Un objet. Ça tombe bien. C'est un objet qu'on a créé, là. M, c'est un objet de type menu. Donc, je vais passer quoi en paramètre là-dedans? Mon ami M. Et je vais faire ça à 2 reprises, si vous permettez. Et je vais mettre un petit point d'arrêt ici. Je vais relancer cette application, si vous permettez. Est-ce que j'ai d'autres points d'arrêt à des endroits qui ne m'intéressent pas? Je crois que j'en ai un plus haut. OK, c'est bon, on est en business. Parfait. Donc, j'appuie sur français. Oups, qu'est-ce qu'on a fait? OK. Donc, j'ai appuyé sur anglais. On est dans anglais. Donc, présentement, M. Bon, ne nous fatiguons pas. Voici M. Donc, c'est un objet C#. On a la preuve que c'est un objet C#. Donc, M est encore M à ce stade-ci. Je vais prendre res et mon ami res, je vais le mettre aussi dans mon watch. Donc, res est nul. C'est rien encore. La ligne n'a pas été exécutée. Regardez bien ce qui va se passer. Ça ressemble à un objet JSON, ça, cette affaire-là. J'ai l'accolade d'ouverture, ça va. Le backslash qui est là, c'est pour escape le guillemet de ma première clé de mon objet JSON, qui est home, etc., etc. Donc, le 2 points, c'est le 2 points qui va prendre la valeur et qui va la mettre égale à la clé. Ça va? Donc, ça marche pour le français, ça marche aussi pour l'anglais. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai une string formatée en JSON, c'est que je vais la retourner à mon JavaScript avec response.write. On va passer res en paramètre. Plus de batterie. On va passer res en paramètre. Je vais le faire aux 2 endroits. Je vais juste faire un petit check-up rapide parce que mon français n'a pas marché tout à l'heure. Français, FR, anglais. OK. On va sauver ici. Retournons dans notre JavaScript. Donc, FR. OK. Et je vais mettre, tiens, alerte var menu égale. Ici, c'est une string formatée en JSON. C'est pas du JSON. C'est quoi la fonction JavaScript qui permet de convertir une string formatée en JSON en un vrai objet JSON? Ça commence par JSON. Ensuite, il y a un point. Donc, JSON.parse. Et je vais passer quoi là-dedans? Je vais passer mon ami data. On fait ça comme ça. Et je vais juste mettre un alerte ici avec du texte qu'on n'exécutera pas. C'est juste pour avoir un endroit pour mettre mon point d'arrêt, pour inspecter M. Ça va? Et je vais le faire aux 2 endroits. Je répète, le code est très redondant présentement parce que je fais plus ou moins 2 fois la même chose à 2 endroits. Mais c'est pour des fins pédagogiques. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt juste ici et
je n'avais plus de point d'arrêt ailleurs. Vérifions rapidement. Okay. Relançons. Donc, disons anglais. Donc, on est revenu ici. Ça va? Donc, regardez, à ce stade-ci, M, c'est une string. On voit bien que c'est une string. Il y a des guillemets partout. Ça va? Data est une string. Mais une fois qu'on parse data en JSON, ça devient M. M est un objet JSON. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, mes chers amis, avec cet objet, c'est attaquer quoi? Et la démonstration va finir là-dessus. Si je peux trouver mon fichier, c'est attaquer les LI qui sont là pour aller mettre le bon texte ici, ici et là. Ce qu'on va faire dans quelques secondes. Donc, j'ai appelé ça comment? Home, about et contact en minuscule. Donc, allons-y. Dollar, dièse. Oups, c'est une string. Donc, dollar dièse, home, point. Je veux mettre ça dans un LI, donc c'est le texte du LI que je veux attaquer. Donc, texte, et je vais mettre quoi là-dedans? Je vais mettre M, point, home. Évidemment, si je copie ça, ici et ici, donc on va y aller avec about, on va y aller avec contact, et bon, contact, c'est bon, et allons-y avec m.about. Remarquez que malheureusement, on n'a pas d'autocomplétion pour notre objet JSON. Ça va? Donc, c'est pour ça qu'en premier lieu, j'ai mis ça dans la fenêtre espion pour être sûr de comment c'est écrit. Mais c'est écrit comment? C'est écrit comme les propriétés de notre objet C# en réalité. Donc, j'avais mis tout en majuscule, ça reste majuscule. Oui, ça le garde. Ouais. C'est sensible à la caisse. Et contact. Donc, je vais copier ça que j'ai mis dans du calme. Je vais copier ça, je vais le remettre dans le français puisque c'est le même code. On va sauvegarder, je vais mettre l'alerte en bas juste pour avoir un point pour mettre un endroit pour mettre mon breakpoint. Donc, je sauvegarde, je mets ceci, oups, pas là que je le veux. Je mets ça ici. Et relançons l'application. Okay. Donc, j'appuie sur anglais. Donc, on est tombé ici. Donc, et regardez, vous voyez, home, le H était majuscule, ici en bas dans la console, le H est majuscule, le A est majuscule, et le contact, le C est majuscule. Voilà d'où vient mon contact qui est mal écrit. Donc, le contact, ça va pas marcher. Ça va, j'ai mis un C supplémentaire. Et le about est correct. Donc, réglons ça tout de suite. Contact. Comme ça. Je vais enlever mon point d'arrêt. Je vais enlever mon breakpoint parce que ça devrait marcher du premier coup, cette histoire-là. Pardon? Ah oui, merci. C'est bon. Donc, lançons cette histoire-là. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, si je clique sur anglais, Toto, Tata et Tutu devraient se transformer en home, contact et about. Ça va? Et idem pour le français, évidemment. Donc, au final,
c'est pas époustouflant comme interface usagée, là. Je veux dire, j'ai des divs et des LI, mais on vient de voir beaucoup de concepts dans ce petit vidéo, pas si petit que ça. Donc, on a vu le namespace qu'il fallait rajouter en C# pour sérialiser un objet, donc pour le transformer un objet C# le transformer en un objet qui ressemble à du JSON. On a revu JSON.parse qui permet de prendre une string formatée en JSON et la convertir en un objet JSON. On a revu comment, à partir du jQuery, on peut aller modifier le texte d'un élément se trouvant dans le DOM. Et on a vu comment en jQuery, on peut utiliser la méthode get pour viser un script sans lui passer de paramètres, la méthode get pour viser un script en lui passant un paramètre. Ça va? Comment du côté du serveur, on peut récupérer ce paramètre et comment du côté du serveur, on peut renvoyer de l'information à une fonction de callback. Donc, je répète, j'ai pas fait d'accès à la base de données parce que les selects, on a vu comment les faire la semaine dernière, mais si je demandais, par exemple, de structurer un changement de langue, techniquement, avec la structure de la base de données qu'on a vue en début de classe et cette démo, on a les notions pour être capable de le faire. Le formulaire qu'on aura à compléter, ça va, qui est la page de contact, oui, on va le valider, mais les informations, on va les envoyer comment côté serveur? On va les envoyer par Ajax. Ça va? Les avantages par rapport à un formulaire, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'il reload la page? Il reload pas la page du tout. C'est ça l'avantage. Ni à l'envoi, donc je ne soumets pas la page au complet. Je soumets juste ce qu'il y avait dans mes variables. Et je ne régénère pas la page au complet. La page, elle est là. D'ailleurs, regardez comme vous voulez, vous n'allez pas voir la page flashée parce qu'on vient insérer à un endroit précis, tout le reste ne bouge pas. Donc, notre formulaire, une fois qu'on aura appris à faire de la validation avec des classes JavaScript et avec des expressions régulières, ce sera par Ajax qu'on enverra les informations validées au serveur qui, lui, pourra les insérer dans la base de données. Donc, je vais stopper le vidéo là. On va prendre la pause. En revenant de la pause, je vais répondre aux questions s'il y a des questions sur la démo et je vais donner du support pour là où vous êtes rendu dans vos implémentations. Ça va? Donc, c'est ce que je voulais couvrir en théorie aujourd'hui et je ne me rappelle pas de qu'est-ce qu'il faut appuyer pour stopper cette histoire-là. Voilà.